Voilà. Salut à tous. Alors, je suis venu avec mon plateau. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Ah là là, dis donc. La faute à qui dans tout ça? Franchement, la faute à qui? Il s'est passé quoi exactement? J'ai peut-être pas toutes les réponses. D'autres non plus. Peut-être vous, ça doit être pareil. Mais on va quand même revenir sur ce sketch avec une équipe italienne bien connue de tous dans le rôle principal. Et avec deux comédiens aussi qui sont un peu victimes de tout ça. Soyez les bienvenus, vous regardez le débriefing des Formula sur le Grand Prix de Russie. Moteur. Pour ce 16e rendez-vous de la saison, nous vous proposons un circuit gris, plat, avec un dénivelé d'à peine 2 mètres et sans intérêt. Mais il fallait bien donner une seconde vie au site olympique de Sochi à la fin des Jeux d'hiver de 2014. Et aussi donner un autre visage à la station balnéaire du Caucase. On en a eu des circuits urbains, mais celui-là, on doit être pas loin du niveau de Dallas. Et on y reviendra plus tard, d'ailleurs, dans la revue de presse, vous comprendrez. Les essais n'ont pas vraiment donné une idée du plateau pour le week-end. Enfin presque. Seul Ferrari a su se placer, mais c'était difficile pour situer les Mercedes et les Red Bull. Il y a aussi les McLaren, et les Renault, les Racing Point, un peu tout le monde quoi. C'était un peu compliqué. Le pire c'est qu'on ne s'est même pas inquiété pour la course à ce moment-là. La qualification a été marquée par l'accident bête d'Albon en Q1, sur un freinage qui n'est même pas le plus facile du circuit, certes, mais quel accident bête. Mais quel accident bête. Bon d'accord, les voitures à moteur Honda devaient subir des pénalités ce week-end. Mais là, non, c'est bête, on pourrait être vulgaire, mais c'est bête. Et ça va pas arranger Red Bull, de toute façon. Alors, on y reviendra plus tard vu que c'est le seul événement marquant de cette qualif. Parce que j'ai vu en replay. Et ouais, il y en a. On fait avec, mais bon. La seule chose d'ailleurs qu'on va retenir de tout ça, c'est le nouvel exploit de Charles Leclerc en pole position pour la 6e fois de sa carrière. Et surtout, la 4e consécutive. Un chrono en 1 minute 31 secondes et 628 millièmes pour être précis, devant deux champions du monde. Vous voyez le top 5 qui s'affiche. Et si Max Verstappen est 4ème, eh bien il ne partira que 9ème sur la grille. J'ai évoqué rapidement les Red Bull et Toro Rosso sont relégués respectivement de 5 places sur la grille. Et pour Daniel Kvyat, c'était pas mieux. Il n'a même pas pu rouler pour la qualification. Pas de moteur pendant les essais du samedi matin. Et pour ne pas arranger la chose, Alexander Albon partait des stands dimanche. The power of the dream, ils disent. The power of the dream. Et en ce qui concerne la pole de Leclerc, eh bien, il ne la sautait pas. Il n'était pas en confiance. Et ça peut se comprendre vu que le premier vrai virage sur ce circuit est le numéro 2. Le premier est une courbe. Et avec les jeux d'aspiration à ce moment-là, ça peut jouer. Ça peut jouer à ce moment-là. Et surtout, on espérait que le départ serait plus calme que celui qu'on a vécu en Formule 2 le dimanche matin. D'ailleurs, Mazepin et Matsushita vont bien. Ils sont passés à l'hôpital, mais ils vont bien. Plus de peur que de mal. Surtout pour le japonais. Et pour le Grand Prix donc, eh bien, ça a été. Même avec un sandwich Grosjean Giovinazzi Ricciardo qui nous a sorti en supplément une safety car, ça a été. C'est après que ça a merdé. Quand on a commencé à capter sur nos fréquences Radio Ferrari, quand cette dernière indique à Leclerc que Vettel, leader au départ de la course, va le laisser repasser. Je vous la refais. Cette dernière indique à Leclerc que Vettel, leader au départ de la course, va le laisser repasser. Encore une troisième fois,
Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Cette dernière indique à Leclerc que Vettel... Bon, vous m'aurez compris en fait. On a tous été surpris de cette consigne. Oh oui. Oui, Leclerc avait peur de sa position sur la grille et ça s'est confirmé. Mais la stratégie de son équipe était qu'il donne l'aspiration à Vettel au départ et que le Monégasque garde la tête et que l'Allemand soit deuxième. Et c'est tout. C'était la stratégie d'avant-course. Ce qui a été préparé dans le plus grand secret par la Scuderia. Bon, que Vettel le passe ne faisait peut-être pas partie du plan élaboré. D'où cette radio Ferrari qui s'est excitée tout seul. Ils se sont excités tout seuls. Et contrairement à ce que certains pensaient, ou vont encore penser pour longtemps, jusque le plus tard possible, c'est pas Leclerc qui a demandé à reprendre la tête de course, mais Ferrari qui voulait que son plan soit respecté. Et donc que Vettel repasse derrière Leclerc. C'est là que nous, pendant la course, on n'a pas compris ce qui se passait. Vettel était plus rapide que Leclerc et lui mettait un bon gap. Et quand Vettel reçoit l'ordre, il indique de son retour qu'il serait quand même passé. Et accessoirement, il refuse de laisser le leadership à son coéquipier. Il a raison. Ni lui, ni Leclerc, je précise, n'ont demandé ça. Ils n'ont rien demandé. Mais rien du tout. D'accord, dans la théorie, c'était Leclerc-Vettel dans cet ordre. C'était la théorie sur le papier, c'était prévu. Mais un Vettel-Leclerc nous aurait fait plaisir. Enfin, nous aurait fait plaisir, surtout les supporters de la Scuderia, après les autres. Mais pour Ferrari, c'était pas le plan. Il y a un plan, il faut le respecter. Point. Leclerc en fera allusion et ça s'arrêtera là. Pour le moment. Parce que voilà, ça ne s'arrête pas là, toute cette histoire. Ferrari est obligé de changer ses plans et donc va forcer Leclerc à s'arrêter le premier. Le Monégasque sera donc le premier pilote de pointe à marquer son arrêt. Il va passer des softs au médium, suivi de Vettel 3 tours plus tard. Comme ça, Leclerc passe devant en toute discrétion. Et là, c'est le drame. Vettel va s'arrêter en bord des pistes et abandonner sur casse mécanique. Premier coup de théâtre. La direction de course décide alors de sortir une Virtual Safety Car comme on les aime. Ouais. Et en voyant ça, les Mercedes vont en profiter pour faire leur arrêt au stand gratuit et tout ça aux frais de la princesse. Deuxième coup de théâtre. Et quand la Virtual Safety Car se termine, George Russell verra l'un de ses triangles avant lâché sur sa voiture. Bon, plus de peur que de mal pour le jeune anglais, mais sa mésaventure va obliger cette fois-ci la direction de course à sortir une vraie safety car. Tant qu'à faire, regroupement des voitures et Ferrari qui veut, mais vraiment se rattraper sur sa connerie, arrête pour une deuxième fois Leclerc pour chausser des softs. Mais il va ressortir derrière Valtteri Bottas qui lui prend la deuxième place de la course. Troisième coup de théâtre. Et à la relance, quand la safety car rentre, c'est fini. Leclerc ne reviendra plus. Mais plus du tout. Et c'est comme ça que se finira même ce Grand Prix de Russie. Le gâchis. Le doublé sur un plateau pour Lewis Hamilton et Mercedes. Le pilote anglais prend également le meilleur tour en course avec lui. Hamilton, Bottas, Leclerc, 1-2 pour Mercedes. Belle surprise, hein? Là, vous devez trouver le résumé de course rapide. C'est vrai, il y a eu des belles actions avec les Red Bull, les McLaren, les Toro Rosso. C'est vrai, il y a eu un petit peu de dépassement. Mais on ne retient qu'une chose. On ne retient que Ferrari. Vu qu'ils avaient le rôle principal ce week-end pour ce Grand Prix,
Ils avaient eu la chance de retrouver Vettel à Singapour. C'est de bonne augure pour lui, vu toutes les critiques qu'on a pu faire au sujet de l'Allemand. On a presque tout dit sur lui. Et Leclerc, qui est en train d'affoler les chiffres, ces 4 pôles à la suite avec une Ferrari, dites-vous qu'il faut remonter dans les années 2000 avec Michael Schumacher pour retrouver ce type de situation. Mais, bordel. Pourquoi avoir encore une fois provoqué gratuitement ce quiproquo? Pourquoi, bordel? C'était quoi l'intérêt? Ils ont maîtrisé le week-end aux essais. Ils ont la pole, je le redis. Ils ont de quoi faire 1 et 2 au final. Et ils sabotent tout seuls ce qu'ils avaient prévu. Ils se sabotent tout seuls. Et sans rien demander à ses pilotes. Bien sûr, on est habitué à ce type de conneries chez Ferrari. Et allez savoir pourquoi, la situation m'a rappelé l'Autriche 2002. Oui, drôle de parallèle, je suis d'accord. C'est pas comparable sûrement, mais dans l'idée, on n'est pas loin. Ou alors Monaco 2017, pour faire plus récent. D'ailleurs, je signifiais ça à un ami, à Mathieu, qui est quelqu'un avec qui je discute depuis longtemps sur la Formule 1, sur les forums. Je disais qu'on faisait un procès d'intention contre Leclerc, parce qu'il n'a rien demandé, le jeune monégasque, dans tout ça. Et comme Mathieu me le rappelait pour cette réponse, je vais te citer Mathieu. Il disait, le pire c'est que si l'ordre était inverse et que Vettel se plaignait, on aurait trouvé des gens pour critiquer Charles pour être un enfant gâté qui laisse pas passer. Là-dessus, Mathieu, je vais pas te reprendre parce que tu as totalement raison. Et ça résume tout. On tape gratuitement sur Leclerc qu'on veut faire passer de victime à coupable. Mais c'est non. Je le dis, je le répète. Ni Charles Leclerc, ni Sébastien Vettel n'ont rien demandé dans tout ça. Si Ferrari avait gardé leur cerveau depuis la rentrée spadoise, c'était une 4e victoire d'affilée cette saison. Voilà. Ce ne sont pas les pilotes à blâmer, mais l'équipe et ses gugus sur le muret des stands. Point. Il y avait un plan sur le papier? D'accord. Des imprévus, il y en a toujours. Alors, merde. Voilà tout ce qu'on dira sur Ferrari pour son week-end russe. On en a même trop dit. On en a trop dit sur ces gugus. À réutiliser pour plus tard. Même vous, c'est cadeau. Alors, soyons plus légers avec Mercedes qui s'est vu offrir sur un plateau, celui-là, qui sont vus offrir sur un plateau un doublé. On se demande bien pourquoi. Bon, blague à part, Hamilton était déjà content d'être 2e sur la grille. Ouh! Ah ben lui, c'est rare. Et je pense qu'il n'entendait peut-être même pas plus que ça en fait de ce week-end. Et pourtant, ce qui s'est passé l'a vraiment galvanisé. Et voilà un Lewis en grande forme qui va profiter de prolonger une statistique à Sochi. Parce que on vient à Sochi depuis 2014. Et si vous allez voir les statistiques, c'est que du 100% Mercedes là-bas. La 4e podium britannique à Sochi. C'est très fort. Franchement, c'est très fort. Et accessoirement, au détriment du tweet de Damien de Roue Libre, salut les gars, Lewis Hamilton est le dernier pilote à ne pas avoir abandonné cette saison. Et ouais, vous irez voir, mais c'est vrai, Hamilton n'a pas connu d'abandon cette année. Bon, il reste encore quelques courses, hein, bien sûr. Mais bon, la sport fait vivre. Oui, je sais, c'est salaud. Alors pour Bottas, il n'y a pas grand chose à dire. Hormis qu'il ait contenu une voiture rouge derrière lui. Red Bull était nulle part en Russie. Ah bah on a cherché, ils étaient nulle part. Même si Verstappen a fait le job avec une 4e place, la mention sera pour Alexander Albon. Ah là, il nous a fait une course. Déjà, partir des stands et finir au 5e,
y a rien à dire. Il a profité des faits de course, certes, mais il a quand même progressé au général. C'est une belle remontada. Là-dessus, Alex, chapeau. Et pour une fois qu'on voit les McLaren à l'image, c'est pour réaliser encore un excellent résultat. Vous le verrez au classement équipe tout à l'heure, mais Woking a encore fait du bon boulot. Et de plus, je trouve que leur châssis évolue dans le bon sens au fil des courses. On y reviendra aussi dans la revue de presse. Carlos et Lando, ils ont encore assuré ce week-end. D'ailleurs, ils se rattrapent de 3 week-ends qui étaient un peu compliqués. Ah, c'est pas compliqué, Monza compliqué, Singapour pas terrible. Russie, on retrouve de la couleur. Papaye. Et que dire de Renault qui était bien placé pour ramener un résultat correct. Mais le premier tour fut fatal pour Daniel Ricciardo avant d'abandonner plus tard en course. Seul Nico Hülkenberg, futur pilote de Pôle emploi Racing, va ramener un tout petit point. Quand ça veut pas, ça veut pas. Un peu comme Toro Rosso d'ailleurs, qui n'a pas eu un bon week-end malgré le 11e chrono en qualification de Pierre Gasly. Mais un duel costaud entre lui et Daniel Kvyat lui aura coûté quelques places. Quel dommage. Et Kvyat d'ailleurs, qui ne pouvait pas rouler avec un casque spécial à domicile, nous sortira un résultat correct. Du côté de Racing Point, on retrouve un peu de couleur après le double abandon de Singapour, même si Stroll va terminer 11e dans cette course, à la porte des points. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur eux, il n'y a pas grand chose, voilà, on va pas en rajouter, un peu comme Alfa Romeo d'ailleurs qui a connu un week-end de merde. Bah oui Kimi, t'as pas vous faire boire, mais Alpha a connu un week-end de merde. D'ailleurs, Kimi qui a dû faire des excuses sur son départ volé, le pauvre. Faut dire que la FIA est un petit peu joueur sur les lumières depuis quelques courses. Alors que du côté de Giovinazzi, on peut rien lui reprocher. Le premier tour qui a été fatal, il y a un résultat anonyme. Ce qui est dommage parce que il s'était bien montré à Singapour avec ses tours en tête et puis dommage. Dommage pour Alpha. D'ailleurs, ça s'est vu, Vasseur a même pas sorti une blague ce week-end. Et le désespoir est en train de gagner As qui tente tout et n'importe quoi pour voir sa voiture évoluer. Mais bon, déjà on est en fin de saison, mais entre l'abandon de Grosjean, Magnussen qui fait toujours n'importe quoi en piste, Steiner qui insulte les officiels, et Rich Energy qui nous fatigue avec leurs tweets. Je commence à en avoir plein le as de as. Jeu de mots pourri, j'assume. Ouais, j'ai d'excellentes hauteurs. Williams qui ne voit pas l'arrivée, on ne va pas en rajouter une couche. Ça sert à rien. Oh là là, que dire de ce Grand Prix? On n'a même pas vu Vladimir. Non, mais cette histoire de Ferrari, elle nous a pourri l'esprit. Violent, quoi. Inadmissible venant de leur part. Enfin, je l'ai dit, on est habitué avec leurs conneries. Mais merde, on a retenu que ça, quoi. Nul. Nul. Et pour vous dire que la note de la course n'est pas terrible non plus, puisqu'elle s'en sort avec un 4 sur 10. C'est pas terrible comme note. C'est pas terrible. Enfin bon, que veux-tu? On va aller jeter un œil au classement pilote et constructeur. Et oui, c'est Hamilton, toujours leader, ça n'a pas changé. 322 points pour le pilote anglais. Charles Leclerc gagne 3 points d'écart sur Max Verstappen. Pierre Gasly n'a plus que 3 points d'écart sur Carlos Sainz. Derrière Alexander Albon, 8ème avec 52 points. Daniel Ricciardo 34, tout comme Nico Hülkenberg. Daniel Kvyat, Sergio Perez 33 points. Kimi Raikkonen 31 points, Kevin Magnussen 20 points, Lance Stroll, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica, George Russell.
Du côté des constructeurs, 571 points pour Mercedes, Ferrari est à 409, Red Bull 311 points, McLaren passe la barre des 100 points, Renault complètement largué avec 70 points, Toro Rosso 55 points, Racing Point 52, Alfa Romeo est à 35, Haas 28, Williams 1 point. Williams a pu garder 100 points acquis au Grand Prix d'Allemagne suite à l'appel rejeté définitivement d'Alfa Romeo à ce sujet. De toute façon, vu le championnat pilote et constructeur, déjà sachez une chose, Sebastian Vettel ne sera plus champion du monde cette année. Voilà. Il est trop loin de Lewis Hamilton. Maintenant, ils sont plus que 4. Donc Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen. Bon, parti comme c'est parti. Je sais pas quand Hamilton sera champion, mais peut-être à Austin ou alors à Sao Paulo. Pour Mercedes, peut-être au Mexique. On verra bien. On verra bien. Dis donc, Adrien, il est un peu court ton débriefing. T'as exagéré là. T'as pas le coup de Ferrari. Oui, c'est vrai. Mais rassurez-vous, il y a la revue de presse. Et on a beaucoup de choses à dire. Déjà, est-ce que le temps est compté pour le circuit de Sochi? De quoi je parle? Eh bien, la rumeur court que le circuit semi-permanent russe pourrait quitter le calendrier de la F1 après 2020. Pourtant, le circuit et le Grand Prix ont prolongé leur contrat jusqu'en 2025. Ben justement, c'est le Grand Prix qui va nous intéresser, puisque c'est ce dernier qui pourrait changer de destination, puisqu'un circuit du côté de Saint-Pétersbourg est en train de sortir de terre. Alors, je suppose après recherche que ce serait le Igora Drive, ou alors, dans le pire des cas, un circuit urbain comme on l'avait vu dans le passé avec la formule électrique. Et pour aussi faire allusion à la formule électrique, il se passe que Sochi va perdre 2 km de son circuit. C'est beaucoup de kilomètres. Il y a une raison à cela. En fait, une salle de concert va être construite dans le parc olympique. Et comme c'est un peu compliqué de trouver de la place à cet endroit, comme c'est un peu compliqué de trouver des routes, eh bien on charcute à l'intérieur. On charcute dans le circuit, et c'est pour ça que j'évoquais la Formule E, parce que ça pourrait être une alternative à Sochi. Et franchement, personnellement, si on perd Sochi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Samedi matin, on a appris que Renault et McLaren allaient mettre fin à leur collaboration à la fin 2020. On se souviendra que l'équipe de Woking s'est associée avec le motoriste français en 2018 après l'échec du projet Honda. Magnifique d'ailleurs. D'ailleurs, McLaren va retrouver en 2021, au moment de la nouvelle réglementation qui terne d'ailleurs, un ancien partenaire historique en la personne de Mercedes. Les anciens vont se rappeler l'époque Hakkinen, Raikkonen, Hamilton. Que d'excellents souvenirs. Ah bah oui, les 2 titres d'Hakkinen, l'éclosion de Raikkonen, le titre d'Hamilton. Bon, Timo Glock a un petit peu aidé au passage, mais bon. Renault dans tout ça, eh bien ça pue pour eux. Oh oui, ça pue vraiment. Ils seront seuls en 2021. Ils n'auront plus que eux à motoriser, que l'équipe mère. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Seul contre tous. Vous connaissez mon avis depuis le début de la saison. Ouais. Oh, ils prennent cher quand même quand j'en parle d'eux. Mais sincèrement, il y a un problème dans cette équipe française. Même Alain Prost parlait de mouvement de personnel du côté d'Enstone. Et pour vous dire que ça pue pour Renault, regardez un petit peu cette infographie. On aurait 4 équipes motorisées Mercedes, 3 pour Ferrari, 2 pour Honda et Renault tout seul. Affaire à suivre jusqu'à la signature des accords Concorde.
6 accords sont signés et trouvés. 2020, encore et toujours, il y aura un changement de nom d'équipe de prévu au programme. Et, surprise, c'est celui de Toro Rosso. Ouais, l'équipe née Minardi en 1985 et rachetée par Red Bull en 2005 pour en faire son équipe B pourrait devenir AlphaTauri. Oui, je sais, un nom à coucher dehors. Alors, ce nom fait référence à la constellation du Taureau, qui est un regroupement d'étoiles dans l'univers, et surtout l'un des plus anciens qui existe. Et accessoirement, c'est aussi une marque du genre Red Bull de prêt-à-porter depuis 2 ans. Et honnêtement, on est très loin de l'époque Benetton. Mais dans le passé, la firme italienne avait réussi à placer une deuxième de ses marques, P-Life, comme nom de moteur sur les V10 Mecachrome avec ce Renault RS9. Allez voir sur cette F1, vous irez comprendre. Mais avec tout ça, Red Bull va passer à une étape supérieure, puisqu'elle va réussir à placer 2 de ses marques comme nom d'équipe. Red Bull est une marque, faut pas l'oublier. Et donc, AlphaTauri, comme deuxième équipe, ça c'est fort. Donc, franchement, c'est fort. Mais bon, Toro Rosso, ça fait une meilleure gueule en plus. Alors, ce futur placement de produits à la con. Mais si la philosophie Minardi reste, et ce depuis 1985, nous, on dit pas non. Et 2020, pour conclure, encore une fois, les qualifications épisode 2. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le Grand Prix de Singapour, allez voir la revue de presse, parce que je me suis vraiment énervé sur cette qualif à la con qu'on nous a proposé. Eh bien, cette semaine, on a eu plus de détails à ce sujet. Déjà, l'avis des pilotes fut demandé, car ce sont les premiers concernés, ce qui est normal. Et donc, il y a eu dialogue entre eux et Liberty Media. Mais, bien avant, on a eu d'autres nouvelles, mais du côté de Ross Brawn. Déjà, il indique qu'il a le soutien unanime des équipes, sachant que ces dernières veulent la version définitive de l'idée. C'est très bien, messieurs, c'est très bien. Mais non, si on la voudrait bien, la version définitive. On n'en veut pas de cette... Avec ces histoires de tests et tout. Ils sont marrants eux aussi. D'ailleurs, il faudra aussi la réponse du public à ce sujet. Je pense qu'ils la connaissent très bien, la réponse. Et comme ça ne suffisait pas, histoire de bien nous emmerder, voilà que Brawn évoque un barème type Formule 2 avec un barème de points moins important pour la course qualificative du samedi. Non, non et non. On n'est pas contre les idées nouvelles. Mais alors celle-ci, c'est la plus grosse connerie de moment. C'est la plus grosse connerie. Et des points le samedi va à l'encontre de l'idée de Liberty Media qu'ils avaient trouvée à une époque, donner des points pour la pole position. Et ils ont fait marche arrière parce qu'ils se sont dit, il est hors de question que les championnats se jouent le samedi. On préfère que ça se joue le dimanche en course. D'où le point de meilleur tour au passage. Mais bon, Ross Brawn parle de tests sur 2-3 courses quand la hiérarchie de 2020 sera un peu installée. Mais comme je l'ai dit avant, il n'y a pas besoin de changer ce format de qualification qui est bon. Alors la course qualificative, c'est toujours non. Et quand on dit non, c'est non. Voilà. Et c'est sur ce énième coup de gueule des qualifications de 2020 que cette vidéo se termine. Le prochain rendez-vous ça sera au Japon sur le circuit de Suzuka, à domicile pour Honda. On espère qu'ils vont pas faire un feu d'artifice avec leur moteur de GP2. Salut Fernando. Le débriefing, vous le retrouvez sur YouTube, Twitter et le site. Il y a un article qui arrive en début de semaine sur les pilotes pro, les pilotes virtuels. La vidéo, vous la commentez, vous la partagez, libre à vous. Merci à vous, c'était le débriefing du Formula. À bientôt.